du Naaseh Venishma. On avait déjà abordé ce principe-là, mais on va voir comment en vérité ce principe-là est totalement récurrent et totalement important dans la vie du rabbi et dans le service de Dieu. Alors maintenant, on va étudier un peu de ce qu'on a parlé Shabbat après-midi, aux dernières minutes du Farbrengen, et on va revenir dessus et on va essayer de le comprendre comme il faut. Alors, Menachem Cohen. On est là? Ouais, allez, c'est parti. Cette semaine, on a eu la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Mishpatim, à la fin, on parle de tout. Au début de la paracha, on parle de plein de halachot. On avait jusqu'à 53 mitzvot dans toute la paracha. Et à la fin, comme il n'y a pas de meuchar ou mukdam dans la Torah, il n'y a pas de début, d'ordre chronologique dans la Torah. Et donc, à la fin de la paracha, on va nous parler de quoi? De quel sujet? On va nous parler de quel sujet? On va nous parler de la préface du don de la Torah. Et on a vu pour la première fois, et peut-être la seule fois dans toute la Torah, que les Bnei Israël, pour pouvoir recevoir la Torah, ils ont dit tout ce que Hachem va nous dire, Naaseh Venishma. Ok? Alors ça, on l'a déjà abordé. J'espère que ça ne va pas faire redondant à ceux qui connaissent déjà le sujet, mais au moins on va le travailler. Alors c'est quoi le principe de Naaseh Venishma? C'est tout ce que Dieu il va nous demander. Naaseh, on va faire. Venishma, on va écouter. Ok? En vérité, le terme Nishma, c'est pas écouter. Le terme Nishma, c'est on va comprendre. En gros. En gros, cela veut dire que, écoutez bien, c'est un shiur Bezrat Hashem qui est très 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 important. Il faut que tout le monde se concentre. En gros, cela veut dire que pour recevoir la Torah, ça suffisait pas qu'on dise tout ce que Dieu va nous demander, non, c'est on va faire. Ça suffit pas du tout. Ça, Dieu, il n'aurait pas donné la Torah. Les autres, ce qu'on appelle les autres religions, eux, ils disent, ils font. Quand leur Dieu, il leur demande de faire quelque chose, ils font. Dieu, il ne nous aurait pas donné la Torah. Si les Bnei Israël, ils avaient dit seulement Nishma, Dieu, il n'aurait pas donné seulement la Torah. Tout ce que Dieu, il va faire, on va comprendre. Dieu, il n'aurait pas donné la Torah non plus. Dieu, il a donné la Torah que parce qu'on a fait l'alliage des deux, Naaseh, nous ferons, Venishma, et nous comprendrons. Ok? Pourquoi maintenant Hachem, c'est important pour lui, Nishma, qu'on va comprendre? Pourquoi d'après toi c'est important pour qu'on comprenne la Torah? Hein? Pourquoi? Non? Tu prends l'avion, tu sais pas comment ça marche un avion? Tu utilises ton téléphone, tu sais pas comment ça marche un téléphone? Yes? On est dans l'ère du date. Hein? On est dans l'ère du date que tu avais dit. Quoi? Si on ne comprend pas, mais on sait que ça marche. Oui, mais vous savez pas comment il marche, il fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ici, là, ça prouve clairement dans le téléphone que tu n'es pas intéressé par la technologie du téléphone. Donc, en fin de compte, tu es totalement un consommateur. Tu es totalement quelqu'un, oh, il y a un téléphone, hop, j'appelle, tu laisses les autres travailler pour toi. La technologie du téléphone ne t'intéresse absolument pas. La seule chose qui t'intéresse, c'est comment cette technologie peut te servir à toi dans ta vie de tous les jours. Mais sinon, tu n'en as rien à cirer de la technologie. Qu'il y en a qui ont passé des milliards de dollars pour pouvoir étudier la technologie, pouvoir développer. Qu'il y en a qui peuvent rester des heures et des heures. Que la manière comment ça fonctionne, etc. Tu n'en as rien à cirer. En gros, comprendre fait partie intégrante d'un process d'intéressement. Si maintenant tu ne cherches pas à comprendre, c'est-à-dire que ça ne t'intéresse pas. D'après vous, quel est le facteur numéro 1 pour être quelqu'un de curieux? Quel est le facteur numéro 1 que quelqu'un de curieux a et le facteur numéro 1 que quelqu'un de ne pas curieux n'a pas? Question. Hein? Question. Bah oui, c'est une question. Ouais. Donc, Il veut comprendre. non. Il veut pas comprendre. Facteur numéro 1. Mais que curieux, il veut pas comprendre. Le curieux, il est toujours Non, en alors alerte. s'intéresser, oui, mais facteur numéro 1. Il est toujours en alerte, le curieux. Oui, mais pourquoi? Facteur numéro 1, la base du facteur. Il veut évoluer. Ouais. Quoi d'autre? De savoir. Ouais. Alors, vous vous dites bien, mais c'est pas le facteur numéro 1. C'est tout ce que vous dites, c'est des résultats. Alors peut-être que je me trompe sur la hiérarchie de la factorisation. Mais
Alors, c'est quoi le facteur? À combien le monsieur est important pour lui-même et à combien il s'efface? Quand je cherche à apprendre ce que l'autre il dit, quand je cherche à comprendre, hasard, pas mal, mais lui, vous êtes ex aequo avec lui. Alors, quand je suis quelqu'un qui s'intéresse qu'à moi, messieurs, quand je suis quelqu'un qui s'intéresse qu'à moi-même, eh ben je peux pas être curieux, parce que l'autre n'a pas de valeur pour moi. Alors des fois, il y a des curieux qui sont imbus de leur personne, mais au moment où ils commencent à réfléchir à autre chose, ils se sont totalement effacés, ils n'existent plus. La source de leur savoir, il est ailleurs. Donc le fait d'être curieux, c'est clairement une expression de quoi? De savoir s'effacer pour laisser totalement la place à quelqu'un d'autre. Oui, mais l'apprentissage quand on est jeune, on l'a automatiquement. Quand on est jeune, on l'a automatiquement. Mais lorsque maintenant on est un peu plus âgé, eh ben en fin de compte, on croit tout savoir, on croit que ça suffit, etc., etc. Ce qui fait qu'on n'est plus intéressé par les autres. Et encore mieux que cela, même dans la relation entre un homme et une femme, lorsqu'ils vont vouloir se marier, il peut y avoir que l'homme il va vouloir chercher uniquement son intérêt et il va même pas chercher à savoir qui est la personne qui est en face de lui. Uniquement par intérêt. J'ai besoin de me marier, allez hop, allez, c'est emballé, on va se marier puis c'est tout terminé. Et ainsi de suite, de la même manière. Il y a des parents qui vont vouloir juste que leurs enfants, l'éducation de l'enfant, écoutez bien, fonctionne correctement comme vous aimez que votre téléphone fonctionne correctement. D'accord? C'est grave ou pas? Mais ne cherche pas à comprendre à 2000% l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quelque part, le parent, il a un problème d'un but de sa personnalité, ou bien il n'est pas du tout intéressé, ou bien ce que vous voulez. Non, en tout cas, peut-être pas sur 100%, peut-être que sur une partie. Si tu considères que le Hémet, c'est la Torah, tu as envie que tes enfants fassent la Torah. Oui. Si dans sa compréhension de l'enfant, tu as l'impression que lui, il n'est pas intéressé par ça, comment tu fais? Mais alors justement, la question elle est pourquoi il n'est pas intéressé par la Torah? Peut-être qu'il n'a pas compris à quoi la Torah va lui améliorer sa vie. Peut-être qu'il n'a pas compris. En fin de compte, le Admor Hazaken il ramène ce que Shlomo HaMelech il a dit. Chanoch lanahar al pi darko, higam ki azkin lo yasum mimena. Tout le temps, il faut éduquer son enfant al pi darko d'après son chemin à lui. C'est quoi son chemin à lui? Parce qu'en fin de compte, des fois, il y a des enfants, ils ont une nature différente. Quelqu'un, il a une nature joviale. Tu lui apprends dans la Torah tout ce qui est lourd. Punition, faut pas rigoler. Tu commences à lui apprendre que Tisha B'Av. Alors que le monsieur, il est du mois de Hadar. Il est né en Hadar et toi, tu lui parles que de Tisha B'Av. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Pour lui, la Torah, c'est une oppression. Comme c'est une oppression, il va faire un rejet. Si par contre, tu lui apprends tout ce qui est jovial dans la Torah, tout ce qui est simcha, tout ce qui est épanouissement, etc., il va dire, mais la Torah, ça me correspond. Et ainsi de suite, des fois, la même chose, le contraire. Donc, en fin de compte, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas adhéré à la Torah? Parce qu'en vérité, tu n'as pas cherché à comprendre qui il était réellement. Et au final, tu lui as donné de la Torah qui ne correspond pas. Tu as donné une facette de la Torah qui ne correspond pas à sa personnalité. Donc clairement, pourquoi maintenant tu n'as pas réussi à l'intéresser? Parce que clairement, toi-même, tu t'es pas intéressé à lui. Alors que si maintenant un enfant, tu comprends du début jusqu'à la fin comment son cerveau il fonctionne, à ce moment-là, tu peux lui faire adhérer à la Torah. De la même manière, si tu es intéressé, non pas, il y a à la maison, des fois, on fait, et dans le Shalom Bayit, dans plein de domaines, je suis en face de mon grand ami Omed, donc c'est difficile de parler, mais fais comme si qu'on se connaît pas. Ok, comme ça je suis à l'aise. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans le Shalom Bayit, par exemple, on va souvent se confondre entre le calme et la paix et le shalom. Le shalom, c'est quand tous les deux, on va ensemble vers des projets. Le calme, c'est quand personne ne dérange personne. Dans le chinour, on peut aussi avoir cette pensée-là. En vérité, je vais organiser la maison pour que les enfants ne dérangent pas. Je vais organiser la maison pour leur donner des cadeaux, pour leur donner les cartes de crédit, pour leur donner des trucs, pour leur donner des choses. Comme ça, ils ne me dérangent pas, ils ne m'appellent pas. Si en plus j'ai les moyens, j'achète tout ce qu'ils demandent. Comme ça, ne me
parle pas, ne me dérange pas, je ne suis pas intéressé par toi, je suis intéressé par moi, j'ai besoin qu'il y ait le calme à la maison, ne viens pas m'embêter. Je pense que d'après vos sourires, On s'y connaît tous un peu. vous êtes tous d'accord avec l'idée. Donc de là, vous voyez bien que le principe même, ah là là, de là, vous voyez bien que connaître quelque chose est synonyme d'être intéressé par la chose. Quelqu'un qui est intéressé par une chose, il va chercher à comprendre. Quelqu'un qui n'est pas intéressé ne va pas chercher à comprendre, va uniquement chercher à comprendre sa fonctionnalité et à quoi il sert. Constat dur, Mahon. Avi, tu vois les deux shluchim là, les deux bachorim là. Tu vois les deux shluchim là. Je sais pas, tu vois les deux shluchim, les deux barbus là, deux jeunes. Shluchim. Alors, on est d'accord ou pas? Messieurs, on est d'accord ou pas? Le constat, il est dur ou pas? Ouais, Michael. Non mais, 2 secondes, qu'on soit clair, parce que c'est un élément extrêmement important dans la vie. Quand tu dis que t'aimes quelque chose, mais t'es pas intéressé de savoir en quoi cette chose-là, comment fonctionne cette chose-là, en quoi tu l'aimes alors? Psst, man. Steigen. Hein? En quoi tu aimes cette chose-là? Non mais on est d'accord, je peux avancer? Donc cela veut dire, si la Torah, tu ne cherches pas à la comprendre, Akadosh Baruch Hu se sent offensé de ta relation avec la Torah. Oh là, je crois que j'ai fait un choc là. Ou bien je vous ai endormi, ou bien il y a eu un choc total. Hein? D'accord ou pas? Ok? Et ainsi de suite. Et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie. De la même manière, et ben c'est pour ça que, bon alors maintenant, la technologie de la chaise, elle est très simple, mais dès lors que tu commences à une technologie un peu plus importante, alors maintenant, pourquoi maintenant j'ai dit tout à l'heure curieux? Pourquoi j'ai utilisé le terme curieux? Parce qu'en vérité, quelqu'un qui sait s'intéresser aux autres va se dire, moi, c'est moi, mais maintenant, qu'est-ce que l'autre va m'apprendre? Et donc, en fin de compte, automatiquement, il va aller chercher à comprendre l'autre chose. De la même manière, c'est pour ça qu'il y a marqué Ezeu Chacham, Alomed Nikol Adam, qui est une personne intelligente, une personne qui aime étudier. C'est celui qui apprend de chaque chose, de toute personne. Mais si en fin de compte, tu n'arrives pas à apprendre de l'autre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'autre, pour toi, tu es une personne plus importante que l'autre, donc tu n'as pas de quoi apprendre de lui. Et ainsi de suite. Donc en vérité, à chaque fois que toi, tu vas t'investir dans la compréhension de quelque chose, c'est un synonyme où toi, tu te mets à l'écart pour laisser à l'autre sa place de vivre. Point fini, emballé. Clair? Oh, je les aime bien les deux nouveaux là. Ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de trucs. Pas mal. Ils sont vrais. Clair? Et donc maintenant on peut comprendre un peu mieux pourquoi on a eu le terme Naaseh Venishma. Naaseh, c'est toutes les nations du monde. Quand tu rentres dans une religion, quand tu rentres dans un endroit, quand tu rentres dans une société, quand tu rentres dans n'importe quel domaine de la vie, tu signes, c'est Naaseh. Mais qui va être promu? Celui qui fait le Nishma. Qui va être promu au sein de la société? Celui qui va être intéressé par la société, celui qui va comprendre les rouages de la société, celui qui va dire « Ah, j'ai compris », celui qui va adhérer, celui qui va comprendre le système, celui qui va vraiment adhérer. C'est lui qui va être promu. Pourquoi? Parce que le patron, lui, en fin de compte, quand tu fais Naaseh, donc en fin de compte, tu exploites la société à tes fins. Toi, tu vas vendre juste pour gagner ton avis, pour rentrer chez toi à la maison tranquille. Mais en fin de compte, toi, tu n'en as rien à cirer de ce qui se passe dans la société. Tu n'as absolument rien à cirer. Comme tu n'en as rien à cirer, donc c'est pour ça que pourquoi tu veux que je te promeux? Et toi-même, tu n'en as rien à fiche de la société. On est d'accord? Donc en vérité, dans n'importe quel domaine de la vie, on peut avoir le Naaseh. Naaseh, c'est le consommateur. Naaseh, c'est celui qui va user pour lui-même, celui qui va utiliser pour lui-même. Le ni ou pour lui-même, ou parce qu'il va avoir le Gan Eden, ou parce qu'il va avoir truc, ou parce qu'il va avoir la reconnaissance des amis, ou parce que ci, ou parce que ça. Mais en tout cas, il ne va pas chercher à comprendre le vrai Inyan, la raison d'être de la chose. Le Nishma, dans la Torah, est la preuve absolue que la Torah t'intéresse. Et si en fin de compte tu ne fais pas de Nishma, c'est une preuve
que t'en as rien à cirer. Excusez-moi, Dieu préserve, parce que tous les ministres ne connaissent pas la règle. Il y en a qui croient que peut-être le fait de ne pas s'intéresser est une preuve d'annulation, peut-être. Ok? Mais en fin de compte, le nishma est la preuve absolue que la Torah t'intéresse. Et si Béhémet, tu ne le fais pas, c'est que la Torah ne t'intéresse pas. Donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il considère que si les Bnei Israël n'avaient dit que Naaseh, ils n'auraient pas donné la Torah. Parce que les Bnei Israël, ils ont dit aussi Nishma. On va comprendre. Hachem, il a dit, ok, je vais donner la Torah. Ah, ça veut dire que là, vraiment, vous êtes intéressé par la Torah. Yes? Important? Très bien. À partir de là, on peut vous poser une question. Alors, on aurait dû dire seulement Nishma. Pourquoi on dit Naaseh, ben Nishma? On aurait dû dire seulement Nishma. On va comprendre. Et ça, c'est le plus... Ah, parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il sait, pour plusieurs raisons. Comme nous, on est limité par notre compréhension, et là, que la Torah, elle est illimitée, le Nishma, il est trop dangereux, le Nishma. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ici, maintenant, toi, tu vas dire, je vais d'abord comprendre, et après, je vais faire. C'est possible que tu vas jamais comprendre la Torah, parce qu'en fin de compte, la Torah, elle est trop large. Vous savez, un verre d'eau. Un verre d'eau. Ok? Peut-être que tu vas jamais comprendre la Torah. Pourquoi tu vas jamais comprendre la Torah? Parce que tout simplement, la Torah, elle est beaucoup plus large que toi. Ou bien tout simplement, tu vas mettre du temps pour comprendre, jusqu'à ce que tu vas faire quelque chose. Ça, c'est une première explication. Mais l'explication principale, c'est celle que je vais dire. Vous allez voir. C'est pourquoi Naaseh ve Nishma. Parce que je veux que le Nishma, que l'ADN du Nishma est le Naaseh. L'ADN de comprendre est le Naaseh et le faire. Ok? Alors pour vous donner juste un petit exemple. Rapidement, parce qu'après on a beaucoup de choses à étudier. Juste pour vous donner un petit exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du principe suivant? Que la science se nourrit de ses erreurs. C'est quoi la science se nourrit de ses erreurs? Oui, mais se nourrit de ses erreurs. Parce que c'est basé sur l'observation, c'est l'empirisme. Parce que tout simplement, comme l'homme est limité, donc plus il avance dans le temps, plus il y a des cerveaux qui réfléchissent, plus ils arrivent à comprendre plus de choses. Mais cela veut dire que ce qui était sûr hier, je l'ai complètement explosé, détruit. Je l'ai complètement explosé et détruit. Et donc en vérité, aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que maintenant aujourd'hui je vais faire. Donc en fin de compte, comment la science elle a avancé? La science elle a avancé parce que justement il y a eu des erreurs. La science se nourrit de ses erreurs. Pourquoi? Parce que la science est humaine. Donc l'homme d'il y a 2500 ans, d'il y a 3000 ans, était moins connaissant que l'homme d'aujourd'hui. Donc il a dû faire des erreurs, des échecs, des erreurs, et apprendre pour pouvoir devenir quelqu'un de bien. Ça, c'est la science. Mais tu ne peux pas dire la même chose avec la Torah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Torah ne peut pas se nourrir de ses erreurs parce que la Torah, elle est parfaite. C'est toi qui as un problème. Quelle est la différence fondamentale dans l'approche? Elle est simple. Dans l'étude de la science, le scientifique, le deuxième scientifique, il est capable de dire, il peut partir du principe. Ce qu'il a dit mon prédécesseur, c'est possible que c'est n'importe quoi. C'est possible que c'est n'importe quoi, et c'est possible que je l'explose totalement l'histoire. Ok? Par conséquent, il va réfléchir. S'il trouve que ce que l'autre il a dit avant lui était bien, il le valide. S'il trouve que c'est pas bien, il écrit un livre pour le contredire. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Celui qui était avant, c'est sûr qu'il a raison. Et si j'ai pas compris, c'est moi qui dois me remettre en cause. Pourtant, la Torah aussi, c'est une science. Ça dépend quel est l'ADN de cette science-là. Si l'ADN de la science, c'est quoi? C'est la gava et l'orgueil et l'humanité qui est en toi et la conscience que tu as en toi, etc., etc., etc. Donc, si ça, c'est la source de la connaissance, eh bien, automatiquement, tu vas te nourrir de l'humanité, comme l'humanité est imparfaite, etc. Si, par contre, l'ADN de ta connaissance, c'est quoi? C'est ton attachement avec Akadosh Baruch Hu, et que la Torah, c'est l'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Donc, par conséquent, quand tu étudies une Gemara, la Gemara, c'est sûr qu'elle a raison. Toi, tu te remets en cause.
Et là, vous avez un aspect de quoi? De Naaseh Venishma. Car en vérité, le Nishma est primordial, mais le Nishma, il doit être fait Alpi Naaseh. D'après le Naaseh, d'après ton annulation vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de la Torah. Yes? Maintenant, on va comprendre un terme qu'on a utilisé Shabbat. C'est quoi le terme qu'on a utilisé Shabbat? Alors c'était à la fin du Forbreggen, donc on était un peu chaud. On l'a dit comme ça. On était, non, juste chaud, tout simplement. Alors, c'est quoi? Naaseh Venishma. Maintenant, vous comprenez pourquoi Naaseh Venishma, c'est le squelette du judaïsme d'un juif. C'est son squelette. S'il n'y a que Naaseh, imagine maintenant que quelqu'un il a que la moitié de son squelette, Dieu préserve. Ouh, il a l'autre moitié, ça revient au même. En tout cas, j'ai dit comme ça. Si maintenant quelqu'un il n'a pas de squelette, c'est un mollusque. Un juif. Même si c'est Nishma, Benaz. Bravo. Hein? Pardon. C'est un mollusque. Alors maintenant, comme Rabbi Shlomo il a bien dit, en vérité, c'est pas Naaseh ou Nishma, c'est Naaseh et Nishma. S'il a Nishma et Naaseh, ou il a que Nishma, ou il a que Naaseh, c'est un mollusque. En vérité, tu prends la moitié d'un quelqu'un qui a la moitié d'un squelette, c'est un mollusque quoi qu'il arrive, quoi. Il n'y a pas de terme. Yes ou pas? On est d'accord? Très bien. Ah, maintenant, dernier point avant de continuer. Très bien. Juste comme ça. C'est une question ouverte. On va pas mettre 3 heures sur la question parce que elle est tellement large qu'en vérité, ça serait pas émettre de vous laisser réfléchir sur la question. Quelle est la valeur de l'ADN, de notre ADN dans notre corps, dans notre vie? Quelle est la valeur, la valeur et le facteur ADN dans notre vie? De notre ADN. À quoi sert et quelle est l'influence de notre ADN dans notre vie? Hein? Comment? En vérité, j'aurais dû avoir une réponse rapide. Je croyais que je voulais me donner une réponse rapide. Hein. C'est essentiel. Mais c'est pas l'aspect. C'est absolument tout. Même le profil psychologique, il dépend de l'ADN. Ah si. Le profil psychologique aussi, il est influencé par l'ADN. Mais c'est obligé. Il y a une partie d'inné et une partie d'acquis. Mais jamais de la vie. Un monsieur qui a un problème génétique. Et son corps aussi, sa tête aussi a un problème génétique. Mais c'est évident ça. Tu prends la même personne, tu la mets chez les Allemands ou tu la mets chez les Italiens, il va prendre. C'est pas un ADN. Bien sûr, l'Italien. J'ai pas. Il va être rigueur, il va être carré, il va être. Quoi, mais là, tu parles du comportement, là. Bah oui. Mais non, le profil psychologique. Le profil psychologique, il dépend de l'ADN. Le profil psychologique, il dépend. Il y a une partie à rigueur. Mais même l'enfance va dépendre de comment le monsieur, il est construit, sa structure de sa tête, elle est construite. Selon si un monsieur qui a un problème dans la tête, il est pas normal de base. Tout ce qu'il va comprendre, c'est pas normal. Ah, voilà, donc tout, même son corps, tout, sa manière de faire du sport, sa manière, tout, son appréhension de tout. Alors sûrement, c'est quasiment évident qu'il y a des grandes lignes d'ADN pour tous les êtres humains normaux. Ok, il y a des grandes lignes. Et donc après, là, on va juste dans l'expérience et de ça. Autant qu'il peut y avoir des gens qui ont vraiment un problème d'ADN de base. Et donc en fin de compte, toute leur compréhension elle est complètement faussée. Ce qui veut dire que l'ADN infiltre et s'exprime et rentre et s'infiltre dans absolument tous les aspects de notre vie. Et bien en fin de compte, Naaseh Venishma est censé être l'ADN de notre judaïsme. L'ADN de ton judaïsme est Naaseh Venishma. Ce qui veut dire par là, messieurs, c'est que si maintenant tu n'as pas Naaseh Venishma, à l'évidence, dans ton service de Dieu de base, il a un problème. Simple. Venez, on y va, on continue. Clair ou pas le premier point? Rabbi Jojo, t'es d'accord?
et il change que par l'action. Bon, attendez, on doit rester concentré. Rabbi Michael. Alors maintenant, question. Imaginons maintenant que le service de Dieu, un juif, va faire la tfila, va étudier la Torah, va faire les mitzvot. Va faire la Torah, va étudier la Torah, va faire les mitzvot, va mettre les tefillin, va faire Shabbat, etc. Mais chez lui, il n'y a que Nishma. Ça serait un problème. Ça dérange qui en vrai? Attends, comment il peut mettre des téfilines s'il n'y a que Nishma? Il fait. Par définition, il fait. Non, il fait aussi Nishma. Il étudie la Torah, il a tout compris. Et il fait parce qu'il adhère totalement, il a totalement compris. Un monsieur extrêmement cérébral, il a tout compris ce qu'il fallait faire dans le mitzvot. Il comprend totalement la logique de mettre les tefillin, il comprend totalement la logique de faire Shabbat. En plus, c'est même pas tellement difficile. On nous demande pas tous les jours de faire Paradouma, la paire la vache rousse. On nous demande pas tous les jours de faire des choses qui sont au-delà de notre compréhension. C'est un monsieur, il est extrêmement précis dans sa manière d'appréhender et d'apprendre les choses. Et bien, en fin de compte, tout ce qu'il fait, il est basé sur le socle de Nishma. Pas mal Abraham, pas mal. Je caricature exprès. Donc c'est un monsieur qui est complètement à fond dans le Nishma. Pas mal Abraham. Mais tu verras que peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Quelqu'un qui est complètement, tous les mitzvot qu'il fait, ça passe que par Nishma. Et très rare, son annulation complète vis-à-vis d'Hachem. Maintenant, quand même pour te contrer un tout petit peu, Abraham, en France, quand tu respectes les lois, c'est du Naasé ou c'est du Nishma? C'est du Naasé, parce que t'es pas obligé de les comprendre, les lois. Mais c'est totalement du Nishma, faire les lois en France. Ah bon? Bah, c'est totalement du Nishma. Hein? Mais non, c'est parce que t'espères que tu te fais pas attraper. Mais parce que tu veux pas le faire. Mais c'est toutes les lois de français, c'est Nishma. Donc en vérité, tu vois bien que tu peux faire des lois, tu peux complètement adhérer à des lois, mais totalement être pétri dans le Nishma. Et il n'y a pas de once d'annulation vis-à-vis de la France. Et de la même manière, c'est possible. Alors, quelqu'un qui fait toutes les mitzvot vis-à-vis de en mode et en prisme Nishma. D'après vous, c'est un problème ou c'est pas un problème? Alors potentiellement c'est un problème. Quand tu dis non potentiellement, est-ce que ça veut dire qu'un jour il y aura un problème? Très bien. Un jour. Mais là tout de suite il n'y a pas de problème. Ah, c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'il adhère qu'il le fait. Ça peut changer. C'est moins fidèle. C'est très bien, tu donnes une très bonne réponse, mais je voudrais quelque chose d'autre. L'attachement, elle est pas le même. Très bien. Dès qu'il maîtrise pas, il adhère pas. Donc c'est. Il est lui devant avant. Très bien, mais le mec il a un QI, de 2000. C'est pas la soumission. Hein? Est-ce qu'il a d'abord fait, il a compris ou d'abord il a voulu comprendre? Lui, il est. Et le mec il adhère total. Vous savez, il y a des gens, ils ont une nature extrêmement noble. Ils disent de nature jamais de la shonara. Il parle de lui. Il dit jamais de la shonara. C'est des gens qui sont bien, ils ont une nature bienveillante. Alors, ils ont une nature bienveillante. Et au final, voilà, c'est tout. Donc, est-ce qu'il y a un problème dans ce service de Dieu? Ça dépend de son humeur, quoi. C'est des trucs, alors, c'est Non, aléatoire. il est tellement cérébral qu'il comprend que même quand il n'a pas d'humeur, les choses, de la même manière que quand tu vas au travail. Mais quand tu n'as pas envie, tu fais les choses. Parce que tu comprends qu'il faut faire les choses même quand tu n'as pas envie. Est-ce qu'il aurait foncé dans la mer? Il avait soufflé. Hein? Il aurait foncé dans la mer. Il aurait pas foncé dans la mer. Alors que la soumission, elle n'a pas. Oh. Là, t'es bon, Abraham. Là, t'es bon. Réponse. Mais bien sûr qu'il y a un problème. L'annulation. Parce qu'il n'y a pas de Dieu dans son service de Dieu. Dieu, il est nulle part. Écoute, 2 secondes, qu'on dit clairement les choses. Dieu, il est nulle part. Dieu, il n'est pas dans cette filine. Dieu, il n'est pas dans son Shabbat. Dieu, écoute, je caricature exprès. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui est comme ça. Je caricature exprès. Dieu, il n'est pas dans son Shabbat. Dieu, il n'est pas dans son tefillin. Dieu, il n'est pas dans son étude de la Torah. Dieu, il est nulle part dans le service de Dieu. Pourquoi? Étant donné que tout passe par le prisme de la compréhension, et la compréhension, c'est l'expression de moi que je comprends. Donc, en fin de compte, dans aucun millimètre de sa vie,
il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. De la même manière, c'est pour ça que j'ai donné extrait l'exemple. Un énorme citoyen, un bon citoyen, un magnifique citoyen, à aucun moment, il est possible qu'à aucun moment il s'est annulé vis-à-vis de la République. Pourquoi? Parce qu'étant donné que toutes les lois que nous vivons, c'est des lois civiles, et chacun ici, il peut largement expliquer, dès que tu as étudié un peu de Gemara, tu peux largement expliquer chaque millimètre du code civil. Tu peux expliquer chaque millimètre de la Constitution. Tu peux comprendre, puisque maintenant, l'ADN de la Constitution, c'est égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Donc en vérité, tu vois que tout ce qui est lié, en vérité, les trois piliers de la Constitution française, c'est tout ce qui amène à la liberté, non pas à la confiscation, tout ce qui amène à l'égalité devant les lois, et tout ce qui amène à la fraternité. Je ne sais pas si ça sera quoi en France. À la solidarité. C'est l'impôt, la solidarité. La fraternité, c'est l'impôt. C'est la solidarité. Clair? Donc en vérité, donc les sages, messieurs, donc les sages constitutionnels, à quoi ils réfléchissent? Ils n'ont pas besoin d'un cadre de bord, ils n'ont pas besoin de Moshe Rabbeinu pour réfléchir. Chaque millimètre, ils peuvent l'analyser. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant fait partie de la Constitution française qui amène à liberté, égalité, fraternité ou pas? Donc en vérité, tu peux être totalement un être humain en France, un Français qui respecte absolument toutes les lois, de la même manière que tu comprends que si maintenant tu grilles un feu vert, un feu rouge, et en fin de compte, Dieu préserve, il y a une voiture qui peut venir. Donc tu comprends que c'est mauvais. Donc en fin de compte, tu t'arrêtes pas au feu rouge, tu t'arrêtes pour préserver ta vie. Donc ici, quel est le seul intéressé de l'arrêt au feu rouge? C'est toi. Lorsque maintenant tu payes tes impôts, parce que tu vas te dire, un jour quelqu'un que je connais, il aura peut-être besoin d'aller dans des hôpitaux, et si on ne paye pas les impôts, il ne pourra pas être soigné, et de la même manière dans toutes les choses, lorsque maintenant, etc. Ce qui veut dire par là, c'est que tu peux être un Français modèle, pardon, pas un Français modèle, un citoyen modèle, et malgré cela, est totalement imbu de ta personne. Et à aucun moment, tu as pensé à la France. Le jour où tu vas partir en Amérique, tu vas partir sans regarder derrière toi. Cette personne-là pourrait changer de religion, quoi. Comment? Cette personne-là pourrait changer de religion s'il adhère à autre chose. Yes ou pas yes? On est yes ou on n'est pas yes? Clair? Ce qui veut dire par là, qu'en vérité, un Yehudi, par conséquent, quelqu'un qui va faire toute la loi française, toutes les 2570, 50 millions de commandements du Code civil français, et il va le faire parce qu'il comprend que dans une société civile, il faut des lois qui régissent. Le monsieur, il est complètement imbu de sa personne et il fait le Code civil de manière totalement orgueilleuse. On est d'accord? Si maintenant on part du principe, allez messieurs, on se concentre. Si maintenant on part du principe que la base est l'ADN, si on part du principe que l'ADN du judaïsme, c'est notre attachement avec Akadosh Baruch Hu, par conséquent, si dans ton ADN du judaïsme, tu n'as pas le Naaseh et le Nishma, ou que le Nishma, le noyau du Nishma n'est pas le Naaseh, eh ben il est évident que tu es un mollusque dans le service de Dieu. Tu es un invertébré. Si je comprends bien, c'est qu'il faut faire de manière inconditionnelle et après essayer de comprendre. C'est ça? Je pense que c'est très bien résumé. On peut mieux faire, mais c'est très bien résumé. Pas mal. Ça mérite un petit pas mal. Bon, officiellement, je te dis pas mal. Je prends. Clair ou pas? Clair ou pas? Messieurs, clair? This clear? Ok. Mais dans le faire, il parle aussi d'intérêt. Bah, ça dépend, a priori, ça dépend. Oui, après, dans la vie civile, c'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, on va tous y gagner. Mais dans le service de Dieu, c'est un problème. Imaginons que quelqu'un, il y a une vague qui le rebute. Je sais pas, par exemple, il est délicat et les sacrifices, ça le. On a assez vite, c'est-à-dire qu'il doit le faire quand même et comprendre pourquoi il le fait. Alors, oh là là, Ah, il a dit un truc de folie. En réalité, c'est pas vraiment lui qui a dit, c'est j'imagine de ce qu'il a dit que c'était de folie. Je crois que c'est pas. C'est le mec, il met un compliment. Ah non, il donne un compliment après, il est comme ça. Non, je Alors, leur dis juste des pommes de terre. il a donné une idée comme ça. Imagine maintenant quelqu'un, parce que il travaille à la SPA,
Il n'aime pas l'histoire des sacrifices qu'on fait à Hachem. Mais à la fin, comme il a dit très bien, de manière inconditionnelle, et après il va chercher à adhérer. Ok? Donc, il va quand même faire le sacrifice, et après ça dit quoi? Il va essayer de le comprendre pour y adhérer. Il va essayer de comprendre pour y adhérer. On est d'accord ou pas? En vérité, le Naaseh Venishma, c'est quoi? Il va tellement se conditionner que ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé, c'est le Emet, c'est le Emet le plus absolu, qu'à la fin, il va y adhérer de la manière la plus extraordinaire, parce qu'en vérité, il va formater son cerveau pour adhérer qu'à la fin, il aime les sacrifices. Même s'il est militant de la SPA. Non. Ah non. Non. Parce qu'en vérité, j'ai entendu. Parce qu'en vérité, l'absolutisme de Naaseh Venishma, c'est quoi? C'est que je vais réussir à formater ma tête pour qu'au final, ce qui est marqué dans la Torah, je vais manifester pour dire que c'est le meilleur. Et je vais les comprendre. Bien que de nature, je ne le supporte pas. C'est ça le pshat Naaseh Venishma. C'est moi qui dis ça. Hein? Alors, ce que tu viens de dire, t'es bon ce soir, Abraham. Ce que tu viens de dire, il y a marqué que quelqu'un, quand il mange cachère, ou quand il s'interdit de manger pas cachère, il faut pas qu'il se dise comme ça, il y a marqué. Il faut pas se dire, oh là là, c'est pourri le pas cachère. Comment on va manger des choses comme ça? Il y a un endroit dans la Gemara, il dit non, dis Iev Shiba, j'aurais aimé manger, mais je ne mange pas parce qu'Akadosh Baruch Hu donne. Ça, c'est peut-être au début de la Avodat Hashem. Mais au milieu de la Avodat Hashem ou à la fin de la Avodat Hashem, la finalité d'une vraie Avodat Hashem, c'est quoi? Dieu, il t'a demandé des choses que à la base, tu ne comprenais pas. Mais tu as tellement travaillé pour t'effacer et te laisser totalement absorber ou imprégner par la volonté d'Hachem qu'à la fin, tu as formaté ta tête. À la rigueur, ce Inyan-là, ce Inyan-là, on peut le comprendre aussi avec les maîtres. C'est quoi avec les maîtres? En vérité, dans la Torah, messieurs, vous allez apprendre, je vais vous révéler une thèse que c'est la première fois qu'on va en parler un peu de manière officielle. Un secret. C'est pas un scoop. On a vu tous les soirs pour ça, enfin. Non, mais dès qu'il y a Joël, c'est bon, on lance le secret, on lance le scoop. Alors, tu le redire tous les lundis, Joël. Alors, écoutez bien. Propre. Écoutez bien. Il y en a qui disent Non, je vais manger pas. qu'ils n'ont pas besoin de rabbi sur leur tête. Du rabbi ou de rabbi? D'un rabbi. Il y en a qui vont oser pas venir chez le rabbi le 12 mars. Zarma, ils ont des problèmes de travail. Je leur ai pourtant trouvé la solution. Je leur ai pourtant trouvé la solution. Je peux expliquer, il est dans l'eau, non? Non, je peux pas y croire. Vous avez un médecin qui fait des armes. Exactement. Sérieux? Ouais, toi, tu devais venir. Ah, ok, autant pour moi. Allô. Messieurs. Non, on va se concentrer, vous allez voir, c'est de folie. Donc, il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin d'avoir un rabbi sur la tête. Pourquoi un rabbi? Kulam kedoshim, uvtocham Hashem, tout le monde est saint. Et tout le monde a Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de lui. Pourquoi on a besoin d'un rabbi? Un instant. Et il y en a qui ne vont pas vouloir avoir un rabbi sur leur tête. Après, je vais expliquer le vrai principe d'un rabbi. Mais d'abord, l'idée. Sur ce, je leur dis, écoutez bien ce que je vais dire. En avant-première, la chutzpah que je vais dire. À eux, je dis, toute la Torah entière, écoutez bien, n'a été transmise que d'un rabbi à un élève. L'apprentissage personnel n'a jamais fait partie de la manière d'enseigner la Torah. Mieux que ça, il y en a qui vont dire j'ai pas besoin d'un rabbi, pourquoi? Mais t'imagines, pourquoi on va prendre un peu de chacun? Pourquoi d'un seul? On va prendre un peu de chacun. Pourquoi maintenant se formater son esprit avec le rabbi? Oh les Chabad, oh les trucs, oh les choses. Pourquoi? Mais en vérité, je vais prendre un peu de chacun. Sur ce, je leur dis, écoutez bien ce que je vais dire. Sur ce, je leur dis, nulle transmission de la Torah est passée par un support multiple. Jamais. Il n'y a jamais eu de transmission émette de la Torah
par des supports multiples. Preuve, Moshe Rabbeinu était le seul maître du savoir. Tout ce qu'on connaît de la Torah vient que d'un seul support, pas support multiple. Un support, Moshe Rabbeinu. Ensuite, Yehoshua. Toute la Torah orale, on l'a eu à travers Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a concentré toute la Torah orale. Et après ses élèves, ils ont répété, il y a marqué dans une marge, je ne me rappelle plus quel passage, qu'en vérité, toute la Torah entière nous a été léguée par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, une partie a été écrite après par ses 5 élèves. Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, je ne me rappelle plus, je peux le sortir sur le téléphone. Rabbi Meir, Rabbi Chosa, etc. Ensuite, toute la Mishnah entière, la Mishnah. Un maître, Rabbi Yehuda Hanassi. Un seul maître. Tout ce qu'on connaît de la Torah orale est un support unique. Pas multi-support. Pas l'ouverture. La politique de la fermeture. L'Agmara, 2 maîtres. Ravina et Ravashi. Talmud de Jérusalem, aussi un seul maître. Et ainsi de suite. C'est seulement après que la Torah, elle a eu un multi-support. Jusqu'à que le Rambam, il a dit, je vais refaire comme il a fait Rabbi Yehuda Hanassi. Pour qu'en vérité, pour tout le monde, ça soit facile à étudier. Tous les grands maîtres ont appris de grands maîtres. L'étude via multi-support, écoutez bien ce que je vais dire, hein, je vais vous énerver, c'est anti-Torah. Après, on va faire comme ça, on se concentre. Non, mais là, je suis très certain. Alors, très vrai. Le multi-support est anti-Torah. Et grâce à tout ce qu'on vient d'étudier à l'instant même, on va pouvoir le mettre clair dans la tête. Pourquoi le multi-support est anti-Torah? Parce que multi-support est égal, tu fais ton propre choix. Un support veut dire que ton étude de la Torah est pétrie par l'annulation à ton maître, qui lui-même va t'amener à l'annulation à la Torah. Multi-support est la technique de l'anti-annulation. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Très bien. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes enfant, l'enseignement, vous l'avez par multi-support ou par un seul support? Un seul support. Quand vous êtes grand et que vous êtes persuadé que vous êtes connaisseur, vous picorez vous-même. Vous prenez un peu à droite, un peu à gauche, un peu à chose. Et ce qui est normal pour un adulte. Parce qu'un adulte, il a été formaté quand il était petit. Votre éducation, elle provient d'un seul support. Votre mère et votre père, ça, on va considérer que c'est un seul support. La mauvaise éducation, c'est lorsque maintenant le père et la mère, ils n'ont pas la même manière de voir. Mais là, quand une vraie éducation, c'est lorsque le père et le père et la mère, éducation pour tous. Alors que le père et la mère, ils ont la même vision. À ce moment-là, ils donnent des enfants qui sont bien équilibrés dans leur tête. Ou bien, chez les Marocains, qu'il y a seulement la mère qui est comme ça. Alors, donc, non, comment il s'est senti tout de suite comme ça. Oh. Alors, non. Fais le faillot. Alors, Claire, alors 2 secondes. Je termine. Et donc, c'est normal que lorsque maintenant toi tu vas grandir, c'est normal qu'une fois que tu vas être formaté, tu vas aller un peu dans cette école, un peu chez quelqu'un qui a l'expérience, un peu à droite, un peu. C'est normal, parce que tu as été formaté. Mais la base de ta formation et de ton formatage, il est support unique. L'éducation est support unique. Si quand ton fils il va avoir 5 ans, 6 ans, il va te ramener ce qu'un copain il lui a dit, et toi il va te dire, mais papa, tu connais rien à 6 ans, tu lui fais wahad rogar, si c'est pas wahad autre chose. Ok? Pourquoi? Parce que toi-même, tu sais que pour l'éducation de ton enfant, il faut que ton enfant il apprenne. Sinon, à la fin, il va sortir pas normal. Il va écouter tout le monde, alors que d'abord, il faut d'abord être formaté. Donc, en vérité, la base de la formation émet,
c'est quand il y a un seul support. Par conséquent, et c'est pour cela que toute la Torah, Zichru Torat, Moshe Avdi, comme c'est marqué, rappelez-vous et souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Pourquoi il a dit à Moshe, il y a plein de rabbanim, plein de chachamim? Non, support unique. Parce que dans le support unique, est infiltré, basé, est imprégné et ADNé. Quoi? Le principe de l'annulation. Israël, C'est juste par rapport à l'Israël. 2 secondes, j'y reviens. Bon, non, je ne veux pas prendre. Oui. C'est juste pour le principe. Hein? Quelqu'un qui aime plusieurs C'est-à-dire que on ne peut pas lire un livre de celui-là, un livre de celui-là. Vous parlez en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant? En tant qu'adulte. On peut faire ce qu'on veut en tant qu'adulte, parce qu'on est déjà formaté. Alors, depuis tout à l'heure, vous avez dit. Attendez, Parce que adulte, ne regardez pas adulte dans l'âge, regardez adulte dans la formation. on est adulte, on peut se plusieurs. Mais oui, non, mais c'est parce que. dommage, Alors, pourquoi tout ce discours comment vous avez démarré l'histoire? Vous avez demandé l'histoire par rapport au rabbi. Vous avez dit celui qui ne va pas chez le rabbi, il n'est pas normal, il ne faut pas. À 15 ans, à 15 ans, on est adulte ou on est enfant? Vous n'avez pas nous, là. À 15 ans. On est adulte ou on est enfant? On est enfant. Hein? On est enfant. Adulte. À 20 ans, on est adulte ou on est enfant? Adulte. Quelqu'un qui fait ses premiers pas dans l'enseignement du rabbi à 20 ans. À ce moment-là, il est adulte ou il est enfant? Enfant. C'est toujours la même chose, Rabbi Abraham, Rabbi David. Quand on est enfant, l'apprentissage est support unique. Si maintenant tu arrives dans l'étude de la Gemara, quand tu as 25 ans, tu es un enfant à ce moment-là, donc tu as un maître qui t'apprend. J'ai répondu à votre question. Donc, tout ce que vous avez parlé, c'est que pour les enfants. Que pour l'apprentissage. Que pour l'apprentissage, c'est que pour les enfants. L'apprentissage. Et quelqu'un qui vient de démarrer dans la Torah. Ah, t'as mangé encore toi, je crois que Ouais, ça, Hein? Si tu commences à Guémara à 5 ans, attention. Elle m'a l'air d'être une bonne question là. Depuis tout à l'heure, il y réfléchit là. Parce que ça reste un support. Non, les Tunisiens ont leur minag. Les Ashkénazes ont leur. Donc c'est support unique. Non, mais pourquoi on parle de interdit le multi-support? Parce que le multi-support, enfin, pourquoi c'est pas bon le multi-support? Parce que d'après ce qu'on dit, le multi-support, c'est anti-annulation de soi-même. Alors, je reformule pour que peut-être la réponse elle va être officielle. À l'apprentissage, c'est support unique. Une fois qu'on est adulte, donc on n'est plus dans l'apprentissage, on est adulte, multi-support, il n'y a aucun problème. Parce qu'une fois que tu es formaté, peu importe ce que tu vas apprendre, tu vas le traduire à travers ton prisme. Voilà, on se construit à travers À ça. quel moment on est construit? On est considéré comme construit. Au moment où tu maîtrises. Où tu maîtrises toi-même. On maîtrise jamais assez. Non, il y a des. Quelqu'un Non, qui non, non. fait Shabbat, Il est une fois j'ai attrapé un monsieur qui était ceinture noire de karaté. Et je lui dis et il continue à s'entraîner. Je lui dis Klort, ceinture noire de karaté, passez à autre chose, Jiu-Jitsu, passez à autre chose. Et vous avez rien compris. C'est à partir de ceinture noire qu'on apprend. En vérité, ce qu'il dit, c'est faux. Parce que ceinture noire, tu connais quasiment beaucoup de kata. C'est pas apprendre dans le sens apprendre. C'est maîtriser. Donc la base, il apprend, il connaît. Et maintenant, il va devenir un avec qui à faire. Donc jusqu'à que tu termines pas les phrases de ton rave, eh ben tu n'as pas encore maîtrisé. Tant que tu termines pas les phrases de ton rave, tu continues. Dès que tu commences à sentir que tu termines les phrases de ton rave, à ce moment-là, ça veut dire que là, c'est bon, passe à autre chose. Passe à un niveau supérieur. Mais tant que tu termines pas les phrases de ton rave, c'est-à-dire que tu connais pas encore. Donc, au début dans l'apprentissage, pour la construction, c'est support unique. Dès que tu es construit, tu peux voyager où tu veux. Un enfant, tu es marié toi? Tu as des enfants? Donc, un enfant, jusqu'à que tu vas pas le sentir. Il y a des enfants que tu le sens à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Les mecs, tu sais que tu peux les mettre n'importe où. Ils vont rester des enfants bien, des bons enfants. Pourquoi? Ils sont bien structurés. Bravo, vous avez dit le bon mot. Ils sont structurés, ils ont la tête sur les épaules, ils sont bien. Tu peux les mettre à Tombouctou, c'est eux qui vont dire comment il faut se comporter. T'as des enfants même à 18 ans, influençables, le mec il sait pas où il habite, le truc, etc., etc. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas encore. Donc on ne parle pas d'âge, on parle de tant qu'on n'est pas encore construit,
c'est support unique. Dès qu'on a terminé la construction, on peut aller n'importe où. Parce que quoi qu'il arrive, tout ce qu'on va être, on saura faire la barre des choses, on saura faire le choix, on saura faire la chose. Tiens, allez, prends un couteau, fais-moi du T'as mangé toi ou t'as mangé? Ouais, manger, ouais. Prenez, Voilà, coupe, vas-y, coupe. Moi, j'ai peut-être prendre celui-là. donne la moitié au rap. Peut-être un petit bout pour le kiff, mais. Ah, je vais pas manger. Non. On va le faire manger. La vaisselle des Non, un petit bout pour le kiff. Pour le kiff. Moi, toi, tu prends un mot. Non, mais Laura Villafin, Christine. Ah, demi-deux alors. Avec Golel et Makom Torah. Il faut s'exiler pour les un peu chez Rabbi, il faut savoir. Non, parce que quand t'es encore à l'âge de la construction, machin, il va un peu partout. Il mange à tous les râteliers. Baba salé, baba sucré. Il est encore dans le bazar. Et l'accès des jeunes à tout, ça fait que tu as des fois des enfants qui savent plus que le grand frère. Avec tout ce qui est. Donc en fait, ils ne s'identifient pas, il y a un problème de construction. De toute façon, aujourd'hui, il paraît qu'en Suède, ils arrêtent les manuels scolaires. Mathieu, mais c'est notre. Maisonneuse, il a dit Rav. Ils arrêtent. Pour le coup, Internet, c'est un multi-support. Ouais. Mais c'est ça le grand problème C'est d'Internet. un vrai souci parce que ça remet en cause plein de choses. Et il y a des profs qui sont mis en cause totalement par les élèves. Et c'est pour ça que la yeshiva et dans tous les milieux rabbiniques, on enlève totalement, il est interdit le smartphone. Interdit total. Ah oui, non, c'est vrai. Totalement interdit. Alors, ça voudrait dire aussi que le smartphone il peut être utilisé par quelqu'un de construit. C'est pas la même chose déjà. Non, mais c'est pas la même chose, parce il a raison. que le smartphone, il peut aussi nous détruire. Oui, il peut t'amener. Donc il peut nous détruire. Donc, Puis si t'es construit, normalement, tu moi, j'ai déjà donné mon explication sur ça. Hein. Et Facebook, il dépense 40 milliards de dollars par an pour nous laisser river les yeux dessus. Faut être un surhomme pour avoir Facebook et. Bon, mais il a pour quelque chose. Oui, c'est sûr qu'il faut être pour. C'est sûr qu'il faut être pour. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, quelqu'un il va avoir un réflexe de Torah, mais il ne peut pas se construire, quoi. La construction, c'est support unique. Ça n'existe pas, la construction multi-support. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous imaginez, vous savez quoi? Allez, vous savez quoi? On va faire un truc le plus simple. Vous imaginez si dans la construction de votre immeuble, vous prenez 8 architectes? Elle est bon l'exemple. Il est bon l'exemple. Il est bon l'exemple. Ça existe, 4 architectes, 3, même 2 architectes pour son immeuble. Ça existe. C'est ça qu'on répartit les rôles d'ailleurs. Non mais, allô, c'est plus que logique dans la vie. La construction ne se fait que par support unique. Ah, bon, on fait un appel d'offres d'architectes, on choisit le meilleur. Oui, mais un seul. Un peu trop de prétention. Hein. Mais non, c'est le message qui vous a éclaté. Yes ou pas? D'accord ou pas? Important. Et donc de là, tu vois à combien dans l'étude de la Torah tu as besoin d'avoir 1 mètre. Par conséquent, si tu as besoin d'avoir 1 mètre, cela veut dire que la nécessité d'avoir un rabbi sur sa tête est une nécessité toraïque. Et que voir, on pourrait même dire, quelqu'un qui n'a pas de rabbi sur sa tête, il frôle le service de Dieu en mode mollusque. En mode gava, en mode orgueil. Parce qu'en vérité, quoi qu'il arrive, il fera uniquement ce qu'il aime faire. Parce que Dieu veut qu'il fasse. Ceux qui étudient la Torah, ils vont aller dans les endroits où on étudie beaucoup la Torah. Ceux qui aiment beaucoup aller parler avec les gens, ils vont aller dans les endroits où on discute. Ceux qui aiment beaucoup le chesed, ils vont dans l'endroit où il y a le chesed. Mais il n'y a pas quelqu'un qui veut lui dire, allô, la mission maintenant, c'est à droite. Mais moi, j'aime à gauche. La mission maintenant, c'est à droite. Donc si maintenant, tu n'adhères pas au rabbi, à ton rabbi, tu vas dire, oh, bon, jusqu'à maintenant, c'était bien ce que vous avez dit. La vérité, j'ai beaucoup aimé. C'était mignon. Mais maintenant que vous avez dit d'aller à droite, alors que moi, je vais aller à gauche, au revoir. Donc ça prouve que ton service de Dieu n'est pas pétri, n'est pas adénéisé. Par quoi? Par l'annulation, à ton rabbi. Et ce qu'il va te donner. Et maintenant, on peut aussi mieux comprendre. Et maintenant, on va aussi comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu me respecteras, et après tu respecteras ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant tu es dans ta tête à toi, tu existes chez toi le principe du respect, à ce moment-là, ça ne te dérange pas de respecter ton père et ta mère. Encore mieux que ça, Akadosh Baruch Hu dit. Si tu n'arrives pas à respecter ton père et ta mère, comment tu veux respecter Dieu?
Pour ton père et ta mère, c'est évident que tu dois respecter. Ils t'ont donné à manger quand tu étais rien du tout. Et là, maintenant, tu le respectes pas. Si tu n'arrives pas à respecter ton père et ta mère, jamais tu pourras respecter Dieu. Of course. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas de rave, ils doivent se choisir un rave. Pas de rave, voire pas de rabbi, parce qu'en général, C'est la maintenant, si tu choisis un rave, mais tu l'écoutes quoi qu'il, ça devient ton maître. Mais si maintenant tu l'écoutes pas quoi qu'il, donc c'est pas ton maître, alors c'est Stam. Aller chercher absolument Il y a ça, il y a une part de ça. Maintenant, ça dépend à quel âge. Si maintenant tu as fait la yeshiva et tu es bien dans ta tête, tu es structuré parce que tu as ton rabbi et tout, etc., alors en fin de compte, et que tu fais totalement référence tout le temps à ton rabbi lorsque tu as besoin, alors pourquoi pas? Parce qu'on parle, si tu es au début de l'apprentissage et que tu n'as pas de rave, ça c'est un problème. Bon, on parle bien d'une personne, pas de par exemple quelqu'un qui a vécu et qui a géré des enseignements à travers des écrits. Pourquoi pas? Mais pour ça, il faut avoir quelqu'un qui va te déchiffrer ce que ce maître-là, il te dit. Il y a marqué que le Ragachover, qui est un des grands maîtres de la Torah, un génie de la Torah, on a déjà souvent parlé à cette table-là, et ben lui, il considérait le Rambam comme son maître, alors qu'il est décédé il y a 100 ans à peine, et le Rambam il est décédé il y a 800 ans. Donc le Rambam était déjà des... Mais comme le Rambam était un des grands maîtres de la Torah, quand je dis le terme maître, c'est-à-dire que dans tous les écrits qu'il a écrits, le Rambam, tu peux retrouver la même structure de pensée. C'est un maître. C'est ce qu'on appelle un maître. De la même manière qu'il y a chez les artistes, des artistes, quand tu les vois à un tableau, ils ne sont pas signés, tu sais que c'est l'artiste, parce qu'il a la même structure de dessin. Et des fois, il y a des artistes qui sont par époque. À telle époque, ils ont fait ça, à telle autre époque. Donc tu sais que c'est un artiste, c'est cet artiste-là, parce qu'il y a la patte de l'artiste, sauf que c'est à cette époque-là de sa vie, Mais tu reconnais toujours la patte. Et bien chez le Rambam, c'est encore un autre niveau, les Havdil, et bien en fin de compte, lui, sa patte et sa maîtrise, elle était telle que chaque millimètre de ces halachot qu'il donnait, elles avaient la même structure et la même vision. Ce qui fait que le Ragachover, que lui, il n'a pas trouvé un maître à son niveau, entre guillemets, hein. Bien sûr, on n'est pas dans des rien du tout, nous, pour parler choses, un maître à son niveau, il a considéré que le seul maître à son niveau, c'était qui? C'était le Rambam. Et donc quand il venait, on raconte sur lui que quand il venait, après qu'il avait voyagé, qu'il n'avait pas de Rambam sous la main, il a remarqué que une fois il est arrivé après un voyage, il est parti courir dans sa bibliothèque, le Rambam, il a dit « Ah, maître, je t'avais langui, maître. » Bon, alors, comme peut-être pas tous, ils savent de qui je parle du Ragachover. Ragachover, c'était une fois on lui a demandé, c'est quoi ton céder d'études? On en avait déjà parlé une fois. C'était quoi ton céder d'études? Quel est votre céder d'études? Il a dit, j'étudie 18 heures par jour et 18 pages de Gemara par heure. Pour vous donner une idée, il y a le Siyum Hashas, le Daf Yomi, une fois tous les 7 ans. D'après les calculs, il termine toute la Gemara tous les 12 jours. Wow. Tout le chasse. Tous les 12 jours. Alors que normalement, c'est 7 ans. Normalement, ceux qui font une DAF par jour, 7 ans. Ce qui veut dire par là, une fois, comme il était exceptionnel, comme les gens ils disaient, qu'il connaît toute la Gemara entière, mieux que nous, on connaît le schéma Israël. Ok? Mieux que nous, et il disait comme ça, il y en a qui, pour le charrier, ils disaient, les rabbiniques qui voulaient charrier un peu, ils disaient comme ça. Mais en vérité, le Ragachover, il n'a pas de mémoire. Chaque 2 jours, il a besoin de répéter. Parce que la mémoire, c'est quoi? C'est lorsque maintenant, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, dans 10 ans, je me rappelle encore. Mais lorsque ce que j'ai appris, c'était il y a 12 jours, c'est pas une preuve que tu as de la mémoire. Et donc, en fin de compte, tous les 12 jours est terminé. Ce maître-là, c'était un autre domaine, c'était un autre truc. Et bien, en fin de compte, lui, comme il avait le seul endroit où il a réussi à maîtriser le flux de sa pensée, c'est lorsqu'il arrivait à étudier via la manière comment il étudiait le Rambam. Donc lui, il considérait le Rambam son maître. Et donc c'est pour ça que le seul livre qu'il a écrit, alors que pour vous donner un exemple, à combien il était productif dans sa Torah, c'est que lorsque maintenant, il y a dans son livre qui a été écrit à son sujet, que lorsque maintenant il recevait des questions de Torah, il voyait à peine le titre, il écrivait je sais pas combien sur le titre, et donc telle date, ça correspond à tel endroit qui est marqué dans telle Torah, parce qu'il est marqué dans telle chose, et de ça, une fois qu'il a terminé de remplir toute la page. Bon, concernant votre question,
ok, et des instituts entiers sont là pour essayer de déchiffrer comment il a enseigné, parce qu'en fin de compte, il enseignait d'une manière très particulière, etc. Et donc, en fin de compte, c'est un très, très, très grand maître. Et bien, en fin de compte, le seul endroit où il a trouvé quelqu'un que du début, parce que ces maîtres-là, ils ont besoin d'un autre maître. Le principe d'un maître, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il est du début du haut de ses cheveux jusqu'à la fin de ses doigts de pied. C'est que du début de sa Torah jusqu'à la fin de sa Torah, il est cohérent, c'est un seul morceau, c'est un seul bloc. C'est un seul support pour toute sa Torah entière. Et le seul endroit, le seul maître que lui, il a trouvé, on ne peut pas parler, nous, on va se permettre de parler, le seul maître qu'il a trouvé, qui correspond totalement à cette manière d'enseigner et d'étudier, c'était le Rambam. Ça, c'est ce que lui, il considérait. Et donc, pour cela, lui, quand il terminait d'étudier la Gemara, il vérifiait s'il a bien compris la Gemara en étudiant le Rambam. On peut s'imaginer le niveau du Rambam. Est-ce qu'on peut s'imaginer le niveau du Rambam pour qu'un maître comme lui, il n'arrive à réfléchir s'il a bien compris la Gemara qu'à travers le Rambam? C'est un autre niveau, c'est autre chose. C'est autre chose. Clair? Et donc, en fin de compte, vous voyez bien que même un maître comme ça, il considérait un seul support. Le Rambam. Le Rambam est mon maître. Vous imaginez, c'est de quoi on parle? Vous imaginez de quoi? Hein? Le maître du rabbi, c'était qui? Lui, il considérait que le rabbi précédent était son maître. Il a appris de son père, il a appris de certains précepteurs, il a appris, mais une fois qu'il a rencontré le rabbi précédent, il considérait que le rabbi précédent, fini, c'est mon maître. Il ni à droite, ni à gauche. Alors maintenant, comme Baruch Hashem, on a fait des photocopies, elles n'ont servi à rien. Et donc, alors maintenant, on va expliquer ce que le rabbi voulait dire dans la sikha. Alors, vous voulez qu'on fasse un peu dans les mots quand même? Yes. Allez. Quelle page? Alors, page 153. Un point. Alors, page 153, on va commencer à partir de 153, le Zayn, la colonne de gauche, de droite. Alors, le rabbi ramène, dans la paracha de la semaine, il y a marqué Vaikrouli, c'est la paracha Teruma. Teruma veut dire le langage prélevé. Et le rabbi ramène ce qu'il y a marqué tout au début de la Torah, qu'on avait trois fois on nous a dit Teruma, Vaikrouli Teruma, Kol Ishashan Venona, Vaikrouli Terumati, Vezota Teruma, 3 sortes de Teruma. Et en vérité, on avait eu 3 sortes de prélèvements. Et deux des prélèvements étaient Machatzit à Shekel, ce qu'on va faire le mois de Hadar, juste avant Purim. On va donner 3 pièces de 50 centimes. 3 pièces de 50 centimes. Alors maintenant, ce Machatzit à Shekel là, il va servir à 2 choses. Un, les korbanot, c'est les sacrifices communautaires. Et le deuxième décompte va servir à payer et à construire, à fabriquer les Adanim. Adanim, c'est quoi? Les socles. Ok? Alors maintenant, on commence à faire... on y va. Page 153. Zayn. Ashoni ben... Ashoni. Alors maintenant, pourquoi on va faire financer les socles par Machatzit à Shekel, la moitié du Shekel? Ashoni ben Adanim, le ben Shachel Mishkan, je vais aller très vite parce qu'on a étudié beaucoup Baruch Hashem à l'oral. La différence qu'il y a entre les Adanim, les socles du Mishkan, et les autres parties du Mishkan, c'est quoi? Elle se trouve dans 2 manières différentes. Yuval Harazar Torah Adanim Mepchinat Nefesh Adam. Mais pas sur le Mishkan. Non, je vais sauter ça. Alors, allez au chet. Ha-Adanim, les socles, Hayu Achelek Anachut Beyoter Sheba Mishkan. Le socle était la partie la plus basse, la plus petite, la plus basse du Mishkan. Pourquoi? En fin de compte, c'était le parterre. Les Adanim, parce qu'en vérité, comme le Mishkan était le mobile home d'Akadosh Baruch Hu, donc en vérité, il n'y avait pas de parterre dans le Mishkan. Le parterre, c'était le sable. Mais les Adanim, c'était ça qui tenait les poutres et qui tenait absolument tout. Donc les socles. Donc il y avait des socles en argent très 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 costaud, et dedans on mettait des poutres qui étaient taillées comme il faut pour chaque Aden, et en fin de compte il y en avait plusieurs comme ça à droite, à gauche, au milieu, etc. Et tout le reste du Mishkan était basé sur les socles. Donc en vérité les socles c'était quoi? C'était le socle, le support. Alors, Gam shel akrashim ha'yeriot, am shayu elen alim min ha'adanim. Et donc en fin de compte c'était le socle de tous les autres éléments, les autres ingrédients, les autres composants du Mishkan. Mais prinat avodat adam mashmutam shel adanim hu shiflut ve'itbatlut. Machatzit shekel qui a été là
pour financer tout, Machatzit shekel qui était là pour être mechaper, pour expier la faute du Vaudor, le Machatzit shekel qui était là pour expier tout simplement les Bnei Israël, eh bien, à quoi a servi ce financement? À financer les choses les plus basiques du Mishkan. En gros, écoutez bien ce qu'on va dire. En gros, est-ce que moi j'avais le droit d'offrir des pierres précieuses? Oui. Est-ce que tu avais le droit d'offrir de la laine? Oui. Est-ce que j'avais le droit d'offrir 2 pelotes de laine? Oui. Est-ce que j'ai le droit d'offrir la tonte de tous les moutons que j'ai? Oui. En fin de compte, la quasi-totalité, 90% de la construction du Mishkan a été financée à votre bon cœur. Chacun ce qu'il voulait donner. Par contre, les socles du Mishkan, on va mettre de côté les corbanotes, parce que les corbanotes, c'était pas le Mishkan. Les corbanotes, c'était le jour. C'était le consommable. Donc, on va laisser de côté les Mishkan. On va laisser de côté les corbanotes. Mais dans la construction du Mishkan, donc en réalité, dans le solide du Mishkan, en vérité, on a eu 2 sortes de donations. On a eu une donation qui était Machatzit shekel, que tout le monde payait la même chose. Et on a eu à votre bon cœur. Le à votre bon cœur, c'était 90%, 95% de tout le Mishkan. Parochet, le Zahav, Kesef, Nechoshet, Trelet, Targaman, Tol Hachani, Ches, Aizim, Orote Limeodami, Orote Chashiva Sechitim, Shemen, de l'huile, de tout, 95%, 96%, 97% de la construction des ingrédients de Mishkan étaient des donations à votre bon cœur. Les socles, ce n'était pas votre bon cœur. Ça a été financé par la seule donation, écoutez bien, où on ne t'a pas demandé ton avis. La seule donation dans laquelle on ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu veux donner, donne ce que toi tu veux. On t'a dit, donne ce que moi je t'ai ordonné. Ça, c'était Machatzit shekel. Machatzit shekel a été utilisé pour la Hadanim. Le reste du Mishkan, il a été utilisé à votre bon cœur. Clair? On ne va pas pouvoir continuer longtemps. On va essayer de gratter un peu les étapes. De là, le rabbi va en déduire un des principes de celui qu'on vient d'étudier. Des fondations. Le socle de ton service de Dieu doit être Machatzit shekel. Une mode de réflexion en mode annulation à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le socle de ton service de Dieu. Le socle. Après, une fois que tu as ce socle-là, que tu veux décorer le Mishkan, tu veux le peindre, tu veux amener des peaux d'animaux qui sont très beaux, magnifiques, tu veux faire, comme on a marqué, Ve'anashim tavu et aizim, que les femmes, elles ont tressé les aizim. C'est-à-dire que tellement elles étaient empressées de faire les mitzvot, elles ont tressé les moutons sur les moutons elles-mêmes. Pourquoi? Donnez-moi un truc, je veux participer. Tout ça, tu as le droit à ton bon cœur. Mais ça, c'est une fois que le socle, les Hadanim, ont été financés par quelque chose sur lequel, excuse-moi le terme, on ne te demande pas ton avis. Et ça, c'est la différence fondamentale entre un bon citoyen et un bon juif. C'est un impôt. Un bon citoyen, oui, mais un impôt, pas à pourcentage. Même pas au pourcentage. Même pas au pourcentage. Donc, la différence entre un bon citoyen et un bon juif, c'est quoi? Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui adhère. Le début, c'est l'adhésion. La fin, c'est l'adhésion. C'est quelqu'un qui comprend, qui adhère, qui est content, qui est absolument en phase à 100 000% avec le pays où il vit. T'es pas content, dégage. Pas de problème, tu peux aller habiter en Amérique. Si t'es plus libéral, va habiter en Amérique. Je connais quelqu'un, il me dit comme ça, moi j'en pouvais plus, je suis parti habiter en Espagne, je trouve que là-bas c'est plus libéral que la France. Il fait ce qu'il veut. T'adhères, tu restes, t'adhères pas, tu peux rester. Et lorsque maintenant tu vas arriver à habiter en Espagne, à habiter en Amérique, eh ben tu vas te sentir épanoui. Pourquoi? Parce que ça correspond totalement à ta nature. Donc en vérité, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'on t'a pas demandé, c'est pas de la Torah ce qu'on est en train d'étudier. T'as envie d'habiter dans ce pays-là, parce que tu te sens mieux, tu vas habiter là-bas dans ce pays-là, du moment que tu respectes les lois. Et pourquoi? Parce que tu adhères. Et tu vas d'après là-bas, parce que tu adhères. Mais ça, c'est lorsque maintenant tu vas être un bon citoyen. Le judaïsme, c'est le contraire, ça n'a rien à voir.
La base du judaïsme, c'est quoi? C'est que ton socle de ton service de Dieu, c'est quoi? Il doit être pétri d'annulation. Et c'est pour ça que de quoi était fabriqué le socle? Le seul donation, on t'a pas demandé ton avis. On t'a imposé, entre guillemets. Maintenant, attention, on ne t'a même pas imposé en pourcentage, comme il a voulu dire, qu'en vérité, le pourcentage, c'est quoi? C'est comme moi, je gagne beaucoup, donc je dois payer beaucoup. Je gagne moins, donc je dois payer moins. Non, pourquoi? Parce que là aussi, tu existes dans le choix de l'imposition. On t'a donné un impôt, ou même si tu étais milliardaire, je veux pas ton argent. Tu me donnes ma khatzta shekel. Pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes. J'ai besoin de fabriquer le socle de la maison de Dieu. Pour fabriquer le socle de la maison de Dieu, il me faut quelque chose qui puisse recevoir Dieu. Pour pouvoir recevoir Dieu, il faut que je te demande pas ton avis. Il faut que tu le fasses de manière totalement annulée. Et en fin de compte, Rabbi il veut traduire de la même manière, nous, dans notre service de Dieu. La base, le socle de notre service de Dieu, c'est quoi? Non, c'est... Ah, pour clôturer, pour revenir à ce qu'on avait dit depuis le début. Quoi, alors maintenant, si un nishma, c'est pas bon? Non! Le nishma est 99% de ton service de Dieu. Mais ton 1%, c'est l'annulation. Vient la personne qui est de mauvaise foi, dire, vous dites pas un peu n'importe quoi? 99, 1%. Depuis quand le 1%, il peut acquitter 99%? Sur ce, je vais vous répondre en blague. Combien Dieu bénisse. J'ai vu des gens, quand je leur demande de s'engager, ils disent, à 99%, c'est bon. Je voyage avec toi. À 99%, c'est OK. Le mec à la fin, pas toi bien sûr. Le gars à la fin, il te dit, mais je n'ai pas pu venir. Et là, je lui pose une question. Peux-tu m'expliquer comment techniquement 1 est plus fort que 99? Réponse, le 1, ça dépend de ma femme. C'est bon, on a compris. Désolé. Mon fils, il m'a dit, mais comment on va faire Shabbat si t'es pas là, papa? Il est là le 1%. Il est là, Papa, il va aller prendre plein de bénédictions pour que vous venez des tzadikim. Vous voulez qu'il va chez Rabbi? Et comme ça, après, plus tard, quand il va bien connaître, il va vous amener aussi. Quel négociateur. Tout à l'heure, tu avais dit que ça Oui, alors je vais te montrer après dans mon téléphone. David, ta femme est lèche ou pas? Je vais te montrer. Je vais te montrer après dans mon téléphone. Ta femme. Que j'ai Marcel, un truc. tu viens avec Je ne nous? peux pas aller n'importe où. Hein? Comment elle? Ah, Ok. il a été chez Chanel avant. Elle a laissé partir. Ah, Moi, il il faut est que je vous fort, prenne il est l'exemple. fort. Ah, il est rouge. Ah, attends, je termine maintenant. Ça, j'ai fait la réponse Alpi, la blague. Alpi, la blague, la réponse Alpi, la blague. Maintenant, je vais vous répondre la réponse Alpi, halakha. Ok? Nous avons tous une règle dans la halachot de kashrut. C'est quoi? C'est Batel Beshishim. Annulation dans 60 fois le volume. Est-ce que l'annulation dans 60 fois le volume marche à toutes les sauces? Non. Quand est-ce que ça marche pas? Quand c'est dénombrable. C'est volontaire. Il y a un meilleur exemple. Quand c'est volontaire, ça. Non. Quand on a besoin Ça c'est après. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais il y a un meilleur exemple. Où le volume n'a pas lieu d'être, n'est pas une équation. Quand c'est des quantités mesurables. Non. Ah, pas mal. Mais même dans le cacheron normal. Quand tu commences par ce qui est interdit. Pas mal. T'as été vif, mais c'est de l'impro, ça. Ça, c'est de l'impro. Mais c'était pas mal pour l'impro. Non, c'est vrai. Ah, réponse. Lorsque le 1%, c'est le fabricant. Exemple. Dans le lait, quand tu veux transformer du lait en fromage ou en beurre, tu vas prendre quelque chose d'acide. Si l'acide, comme il y a marqué, tu prends de la keva d'animal, tu prends de la bile ou de je sais pas comment ils font avant les procès de la présure, ok, à présure animale. Donc en vérité, sur tout ce que tu vas fabriquer, la présure représente quoi? 1%, parce qu'en plus il y a à peine un peu du goût, il y a du rien du tout, parce qu'en plus c'est pas bon. Donc même le goût il va pas dedans. C'est 1 millimètre. Mais comme c'est la présure qui a fabriqué la quantité, on n'en a rien à fiche. La quantité a une valeur lorsqu'on est sur les deux piédestals, sur le même piédestal. Donc ça veut dire, on parle en mode quantité. Mais quand c'est moi qui te fabrique, la quantité n'a pas de valeur. De la même manière
Ça me dérange pas que 99% de ta vie, c'est Nishma. Ça me dérange pas que 99% du Mishkan, c'est à votre bon cœur. Ça me dérange pas, c'est bien. Comme ça, tu kiffes. Quand tu vois après, il y a marqué dans le Mishkan, il y a marqué, parce qu'on mettait pas les noms, mais tu sais que c'est toi qui as offert ici. Ça te fait du bien. Il y a toi, t'as un peu un chelek dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ça me dérange pas 99%. L'essentiel, c'est que le 1%, le socle, c'est Adanim. C'est que le socle de tout ton service de Dieu, c'est Ménassé. Razak ou Baruch.